tous les moyens de l'esprit sont enfermés dans le langage, et qui n'a point réfléchi sur le langage n'a point réfléchi du tout. En suivant cette idée, on comprend aisément que l'esprit n'apparaîtra point à celui qui ne sait qu'une langue, d'où il suit que la version et le thème sont des exercices scolaires que rien ne peut remplacer. Là-dessus, on demande pourquoi l'enseignement des langues vivantes n'arrive point à égaler la rhétorique latine. Immense question, à laquelle je ne puis répondre. Mais on peut faire à ce sujet plus d'une remarque facile. Un jeune homme de grande culture, et ami des poètes anglais, qui sont, dit-il, les seuls vrais poètes, se crut capable de surmonter les épreuves du plus haut examen, en vue d'enseigner à des Français la rhétorique anglaise. Les compositions écrites le mirent en bon rang. Quand il se montra, l'accueil fut favorable. Mais dès qu'il ouvrit la bouche pour moduler le TH et le W, il se vit méprisé. Ses juges, étonnés d'abord, bientôt attristés par les aveux qu'il fit de n'avoir jamais passé la Manche, lui conseillèrent de fréquenter quelque temps les cochers de Londres. Ce genre de singerie ne lui plut point. Il laissa la place aux grimaciers. J'ai ouï conter qu'un inspecteur des études anglaises dans nos lycées tirait de sa poche une petite glace et un crayon, au moyen de quoi il donnait aux élèves et en même temps aux maîtres une leçon de grimaces anglaises. Il leur montrait par l'expérience qu'en repliant leur langue au moyen du crayon, devant la petite glace, ils arrivaient à disposer leur appareil parleur de façon à produire au mieux le redoutable TH. Et il se peut que, par des moyens de ce genre, et par les soins aussi d'un tailleur anglais, on arrive à se donner l'air d'un anglais et même, d'une certaine manière, l'esprit d'un anglais. Mais ce n'est que copier l'animal. Ce genre de succès rend étranger à soi, étranger absolument. Comme un homme qui arrive à imiter parfaitement le ramage des salons, il n'en peut plus sortir. Cette grimace est sa pensée. D'où, de ces produits anglais que nous appelons maîtres d'anglais, une méthode de traduction dont j'ai observé plus d'une fois les ridicules effets, mais péremptoires, mais arrogantes, mais méprisantes. Il change le pli de la bouche. Ce genre de travail est étranger à l'esprit. Mais comment le mépriser assez? La crainte du ridicule est trop forte. Elle occupe tout l'esprit. Supposez que Cicéron plaide maintenant à Rome. Quelle figure ferait notre maître de latin, nourri de syntaxe, devant le voyageur qui rapporterait de Rome une imitation admirable du nasillement cicéronien? Il est rigoureusement vrai de dire que l'on a compris un homme lorsque l'on arrive à nasiller comme lui. Chacun connaît cette méthode du diplomate qui s'applique à imiter un homme en vue de deviner ses plus secrètes pensées. Plus d'une fois, par cette méthode de singe, j'ai pu faire résonner en moi-même la timidité de l'autre, ou bien son désir, ou bien sa fatigue, ou bien une indulgence secrète, quoique habilement cachée. Et cela n'importe pas peu dans la pratique des affaires. Mais ce n'est que ruse d'animal. Si je perdais contre Cicéron, j'aurais avantage à deviner ce qu'il garde pour lui, d'après le ton et le geste. Mais est-ce comprendre? Est-ce nourrir son esprit? Est-ce recueillir ce qu'il a pensé de mieux, et même l'achever? Est-ce y trouver l'homme? Heureusement, il n'y a point de portier d'hôtel qui parle latin. Ainsi, il n'y a point de crayon ni de petite glace qui nous dispense ici de penser.